va attaquer ça. En fait, l'idée, c'est dans le cycle vie, tous les stress et tout. Pour moi, le plus gros des stress, c'est le stress de la pénalité. Eh ben, est-ce qu'en 2022, avec toutes les actions SEO que je mets en place pour mes clients, est-ce que je vais être pénalisé? Est-ce qu'ils vont être pénalisés? L'exercice, allons-y, ma vie, mon œuvre. Donc moi, je fais du SEO depuis 2001. Bon, dans tous les cadres, je m'occupe aujourd'hui de l'agence toulousaine La Mandrette. J'ai la joie donc de co-présenter cette conférence avec Philippe, qui est, ben, il va vous le dire lui-même, qui est très habitué des requêtes immobilières, un petit peu rock'n'roll. Alors, moi, c'est Philippe Blanc. Je suis consultant SEO depuis 10 ans maintenant. J'ai officié en agence, chez l'annonceur également. Donc, comme disait Laurent, sur des requêtes assez concurrentielles. Et je suis également enseignant SEO à Sciences Po Toulouse depuis 2 ans. Alors, si on se voit aujourd'hui, c'est bien pour répondre à la question de savoir qui va être pénalisé et surtout qu'on puisse vous partager en fait nos solutions pour gérer au mieux le stress lié aux pénalités. Mais quand on parle du stress lié aux pénalités, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg en termes de stress du référenceur. Donc c'est pourquoi on va vous parler également de tout ce qui peut nous stresser au quotidien au travers de plusieurs thématiques, à savoir l'audit SEO, les collaborateurs, les erreurs des autres, les plateformes de liens, les core updates, et on terminera par la fameuse réponse. Allez, sans transition, on rentre dans le cœur du sujet. Alors, je ne sais pas si vous, c'est le cas. Moi, je trouve que les data, alors les outils sont géniaux, de plus en plus ergonomiques, de plus en plus puissants, mais parfois, ils remontent un petit peu n'importe quoi comme data. On va aller vite là-dessus, on va pas faire, comment dire, on va passer tous les outils. Je vous en partage juste un. Un outil dans lequel on a le nez dedans tout le temps, c'est la Search Console. Il y a 15 jours, j'avais un truc vraiment très très bizarre. Il manquait des liens indexés ou autres. Donc voilà, il y avait, et donc ben, j'ai regardé. Maintenant, il y a des outils géniaux qui sont sortis qui permettent de regarder. Ben, on lui donne une liste d'URL et il nous dit il y en a tant d'indexés, c'est celle-là et pas celle-là, celle-là. Donc j'ai comparé avec cet outil-là. Je ne vais pas nommer l'outil pour ne pas faire de publicité à Isindexid de Stéphane qui est parmi nous. L'écart, c'était 30%. 30% d'URL non considérés par la Search Console qui en fait étaient indexés. Ça change tout pour la reco. Ça veut dire que le chantier de réindexation ne sera pas toujours le même. De là, en fait, quand l'outil me donne des données, et parfois, franchement, ça saute à la figure. Parfois, quand on cherche comment dire, pour quantifier du nombre de recherches de mots-clés, parfois on a des requêtes, il nous sort des volumes, enfin, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, du coup, comment je fais pour décider? C'est là-dessus que je vais me baser pour concevoir et mettre une recommandation. Comment je fais pour décider? Et, attention, plus tangent, c'est quand le client ou un proche du client utilise un autre outil, sort une autre data, et on arrive le jour où on fait la recommandation, écoutez, en se basant là-dessus, il faut absolument faire ça, comme ça et comme ça. Ah ouais, mais attendez, moi j'ai pas vu la même chose. Difficile comme histoire. Comment s'en sortir? Alors là, le mieux qu'on a trouvé, un truc, je crois que Kevin a fait une conférence hier là-dessus, c'est vraiment se plonger, au-delà de leur discours commercial, se plonger dans le réel fonctionnement des outils qu'on utilise. Ça, pour moi, c'est majeur. OK, il sort cette donnée, mais comment? Et là, déjà, ça explique les 9 dixièmes des écarts qu'on peut avoir. OK, cet outil dit ça, ben parce qu'il fonctionne comme ça. L'outil d'à côté dit autre chose, c'est normal, puisqu'il fonctionne autrement. Et là, évidemment, je critique beaucoup les outils, mais le piège, il est que, pour se rendre compte, pas de pitié. Dès qu'on a besoin d'une information un petit peu touchy, il ne faut pas hésiter à utiliser plusieurs outils. Nous, les outils pour les quantifications, on utilise 3, les crawlers, on utilise 3, etc. Donc voilà, ça, au moins, quand on a beaucoup d'informations, on stresse un petit peu moins parce qu'on se dit qu'au moment où les outils concordent, ou si on sait pourquoi, on est beaucoup plus tranquille. Alors, maintenant qu'on a vu, qu'on a les données, qu'on a récolté les données, qu'on a évité le stress lié à celle-ci, on peut attaquer l'audit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le contexte d'audit est souvent assez tendu, voire très stressant pour nous. C'est rare qu'un client fasse appel à nous pour vérifier si tout va bien, malheureusement. Donc j'ai noté trois contextes qui apparaissent le plus souvent dans le cadre d'un audit. C'est souvent lié à une perte de visibilité, de chiffre d'affaires, une refonte structurelle ou technique, et on l'oublie souvent, un changement d'équipe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le stress à la fois pour les auditeurs et les audités?
Alors le premier, c'est ce que je fais toujours, c'est éviter l'approche en mode robot. Qu'est-ce que ça veut dire? Mode robot, c'est on utilise nos outils, on récolte les datas, on les analyse, on rédige les préconisations et on les envoie au client en soulignant bien ce qui ne va pas et surtout pas de pitié. Alors c'est pas par hasard si j'ai mis l'illustration, enfin, une photo de Terminator, c'est parce que il fait un petit peu pareil, il fonce dans le tas, sauf qu'à la fin, il n'arrive pas tout à fait au bout de sa mission et en plus il se fait dégommer. Donc l'idée, c'est d'anticiper au mieux le risque, enfin le risque, tout ce qui peut causer du stress ou des freins dans le contexte d'audit. Donc j'ai noté là aussi trois choses que je fais régulièrement avant d'entamer un audit. Je vérifie déjà s'il n'y a pas de raison cachée à la demande. Alors c'est très rare, ça m'est arrivé une fois, mais ça peut aussi, ça peut arriver et ça peut causer beaucoup de dégâts et beaucoup de stress. Donc est-ce que l'audit est commandé par un service qui veut faire voilà, régler ses comptes avec un autre service? Voilà. Est-ce que l'audit n'a pas été annoncé aussi à tout le monde? Est-ce qu'il a été annoncé à tout le monde en interne? Ça arrive qu'on ait un interlocuteur au début du projet et puis qu'à la fin on s'aperçoive que c'est totalement un autre pôle qui va qui va appliquer les préconisations. Et enfin, est-ce que le plus important, est-ce que les préconisations qu'on va fournir vont générer du stress auprès de celles qui vont l'appliquer, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont être mises en difficulté? Typiquement, on fait des préconisations techniques assez poussées, par exemple à base d'obfuscation, d'Ajax, et c'est un webmaster designer qui va l'appliquer. Là aussi, ça risque de... Voilà. Concrètement, dans les faits, ça arrive souvent. Donc, ce que je fais aussi, 3 étapes classiques. La première, réunion de lancement avec l'ensemble des équipes. Alors, l'ensemble des équipes, j'insiste bien là-dessus, ça veut dire vraiment essayer de réunir au moins un laps de temps assez court tous les intervenants, toutes les parties prenantes du projet, de manière à prendre la température, identifier les blocages au maximum le plus en amont dans le projet et surtout, très important, reconnaître ce qui a été bien fait déjà. Donner un peu plus de positif dans la démarche et préciser bien sûr qu'on audite les sites et pas les personnes. Ensuite, une réunion de livraison avec négociation. Alors négociation, qu'est-ce que c'est? C'est mise à jour des préconisations suite à la réunion de livraison pour justement avoir le retour terrain. Des fois, il arrive qu'on fasse des préconisations décorrélées des réalités terrain entre les différents pôles, etc. Et enfin, ça c'est surtout valable pour les gros audits, segmenter la mise en application via des micro-objectifs. En fait, ça veut dire donner, en fait, l'unique objectif, c'est de donner plus de positif, enfin, montrer qu'on avance concrètement et instaurer une dynamique positive à la mise en application de l'audit. Et c'est valable pour tout le monde, chef de projet, développeur, rédacteur et bien sûr SEO. D'ailleurs, Laurent, SEO, tu as quelque chose à dire dessus? Chers collègues et amis, dans le cadre de ma veille professionnelle, vous êtes stressant. Les référenceurs qui publient des choses. Alors déjà, c'est que des choses positives, des super résultats, outils indispensables, etc. Juste un, les mythes démystifiés. Alors, en 20 ans de métier, j'ai acquis 3 certitudes. Ça loupe pas, au moins, allez, une fois par mois, un collègue ou autre sort, il démystifie un mythe SEO sur LinkedIn, en plein dans ce que je crois juste. C'est épuisant. Alors, on va aller vite là-dessus aussi. Comment s'en sortir? L'idée, en fait, c'est de mettre, c'est indispensable, avec, bien entendu, il faut tout considérer. L'idée, c'est juste de mettre l'information dans la bonne case. 3 questions. Premièrement, le collègue qui parle, est-ce qu'il a quelque chose à vendre? On n'y coupe pas. Hein. Alors là, par exemple, dans l'information qu'on vous propose, Philippe et moi, facile, on est consultant, donc nous, ce qu'on vend, c'est du conseil. Donc tout ce qu'on vous raconte, ok, case vendeur de conseil. Si oui, quoi? Hyper important, là, parfois, quand on ne connaît pas, ça mérite une petite recherche, c'est est-ce que le collègue qui communique rank? Parce que vraiment, parfois, il y en a qui disent plein de trucs et tout, mais ils n'ont aucun résultat. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas sur quel projet ils ont participé, et on ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il faut écarter toute information venant d'un référenceur qui ne rank pas, parce qu'il peut y avoir d'autres spécialités, d'autres sujets qui sont super intéressants et qu'on peut s'approprier pour le SEO. Mais quand même, voilà, ça permet. Et enfin, troisième point, quand même, les réseaux sociaux, c'est un drôle de phénomène.
Et parfois, dans le cadre comment dire, de leur communication, il y a des gens qui deviennent un petit peu drogués à tout ça et qui vont chercher à tout prix à dire des choses, affirmer des choses pour de la présence, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils sont être drogués, au like, au partage, etc. Donc l'idée, ben, c'est voilà, c'est prendre tout ça et avec ça, on peut mettre l'information reçue, même si elle est, comment dire, dissonance cognitive, en contradiction avec ce qu'on croit ou la façon dont on bosse, on peut le mettre dans la bonne case. Il y a pire comme stress par les collègues. Oui, on peut se faire auditer carrément. Alors, je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous Qui dans la s'est fait salle, auditer? ouais. Okay. Sachant qu'il n'est pas commanditaire de l'audit. Voilà. Donc, moi, ça m'est C'est tout, il arrivé. n'y en a que deux qui se sont fait Ouais, auditer? Vous avez du bol. Hein. ouais. Alors, moi, ça m'était arrivé à l'époque, il y a 5-6 ans. Je travaillais chez l'annonceur. Non pas que je faisais mal mon travail, c'est le fameux changement d'équipe dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a eu un nouveau directeur qui est arrivé. Il a souhaité auditer l'état des lieux, enfin faire l'état des lieux des sites, ce qui est normal. Sauf qu'il a dit à personne. Et il a fait appel à une agence digitale généraliste pour auditer un site qui était vraiment avec des techniques SEO assez poussées. Donc je ne vous cache pas que c'était assez catastrophique les résultats. Et donc très stressant, à la fois pour ceux qui étaient audités, et puis pour les auditeurs qui sont passés à côté de beaucoup de choses, passant par le PBN, etc. Donc, ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation et surtout de stress, c'est un journal de bord et surtout des débriefs mails réguliers. Je vais venir au slide suivant. Et si on n'est pas d'accord avec l'audit, ce qui peut arriver, surtout rester factuel dans ces contradictions et ne pas s'énerver. C'est un petit peu comme en politique, au final, dans un débat, c'est celui qui s'énerve qui perd. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Donc, j'en parle à l'instant. Le journal de bord, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un document que je conseille à mes clients SEO chez l'annonceur. C'est un document qui vous protège, entre guillemets, en cas d'audit, mais surtout, il souligne les contraintes d'application. C'est-à-dire que ce document va vous servir pour discuter de tous les problèmes que vous rencontrez au quotidien avec votre hiérarchie et les prestataires externes. Alors ce document, il se découpe en 3 parties. La première, la synthèse, c'est une page très simple destinée à quelqu'un qui suivrait le projet de loin, typiquement son directeur, sa directrice. Et voilà, on explique clairement tous les mois où en est l'état des lieux du référencement du site. Ensuite, un inventaire numéroté des points à améliorer. Très important quand on est chez l'annonceur, ça arrive très souvent, on repère un problème depuis voilà, tous les jours et on le note pas. Et c'est vraiment un problème parce que ça peut toujours nous être reproché par la suite. Donc, surtout inventorier et préparer. Si jamais on voit que ça n'a pas été fait, on souligne pourquoi ça n'a pas été fait. Et enfin, très important aussi, archiver l'ensemble des actions qu'on réalise. Pourquoi? Parce que ça permet 2 choses. La première, c'est d'être très précis dans les optimisations qu'on va mener sur le site. Et si ça ne marche pas, on peut revenir plus facilement, plus précisément en arrière. Ou à l'inverse, valoriser ce qu'on a mis en place. Et ensuite, ben voilà. En gros, c'était ça. Donc, hop. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qui était audit, on va passer à ceux qui sont chargés de les appliquer, c'est-à-dire les collaborateurs. Alors, par collaborateur, j'entends vraiment tous les métiers qui gravitent autour du SEO, rédacteur, développeur, etc. Donc, il y a 2 types de profils en caricaturant. Ceux qui s'approprient l'esprit de la recommandation, qui proposent même encore mieux, c'est le plus courant. Donc. Et ceux qui n'appliquent qu'à moitié la recommandation, et pire, qui finissent par faire l'inverse. Alors, que faire quand ça arrive? Parce que là aussi, ça crée du stress. Déjà, la première chose, lâcher du lest. Ce que je fais souvent, c'est j'essaie de comprendre ce qui bloque, ce que la personne, voilà, ce que la personne pourquoi elle ne souhaite pas faire appliquer concrètement. Ça peut être tout et n'importe quoi, les raisons. Et surtout, ça, c'est valable pour tout le monde, enfin pour tout le monde. Dans tous les cas, se mettre en retrait en tant que consultant externe pour valoriser aussi l'expérience et surtout l'expertise des différents collaborateurs qui sont chargés d'appliquer les préconisations.
Alors malgré tout, il arrive des fois qu'on soit face à un mur, que vraiment il y a un vrai blocage. Donc dans ces cas-là, il faut savoir passer en force. Ça m'est arrivé un jour, il y a quelques années, avec un développeur qui refusait d'appliquer une préconisation parce qu'il l'a jugé risqué, alors que dans les faits, très franchement, ça l'était pas. Et en plus, la hiérarchie est au courant. Bon, dans ces cas-là, on passe en force, on fait jouer l'expérience. Et avec Laurent, on aime bien la question, tu te positionnes sur quelle requête? Voilà. Bon, c'est là qu'il répond qu'il est premier sur achat de crédit, mais ça ne nous est pas arrivé. Ensuite, il y a aussi les petites modifications, les modifications, ce que j'appelle inattendues. C'est-à-dire, un jour, vous arrivez en réunion et on vous annonce, tout content, nous venons juste d'enlever tous les menus de navigation du site pour lui donner un aspect application mobile. C'est que des cas véridiques, hein. Le deuxième, on va mettre un site en travaux pendant quelques semaines afin que notre développeur ait le temps de modifier le template. Et le troisième aussi, les URL n'étaient pas comprises, donc on les a changées. Alors que faire aussi là pour gérer au mieux le stress? La première chose que je fais, c'est anticiper, ça c'est dans un monde idéal, le client, le format. Bon, souvent c'est pas possible faute de budget, mais bon, je le propose à chaque fois. Et surtout, profiter de tous les espaces de communication qu'on a à notre disposition, qu'ils soient formels, comme les réunions. D'ailleurs, à propos des réunions, n'hésitez pas à les faire, même s'il n'y a pas grand-chose à se dire, l'erreur c'est de les annuler. Et il vaut mieux se forcer à la faire, quitte à l'écourter, pour que derrière, on puisse quand même échanger, se forcer à réfléchir autour des problématiques. C'est souvent dans ces moments-là qu'on repère des signaux faibles qui finalement peuvent s'avérer importants dans un projet. Et informel aussi. Informel, typiquement là, avec un client, j'ai un chat en direct avec les développeurs où on parle de tout et de rien. Et c'est l'un des principaux canaux que j'ai à ma disposition pour repérer les gros projets qui ne seraient pas encore remontés à mes oreilles. Et après, se préparer psychologiquement, pardon, parce que de toute façon, ça finit toujours par arriver. Donc à toi, Laurence, en transition, désolé. Ah, la slide, ça a sauté un petit peu. Alors, un autre stress quand même, que je trouve assez, là c'est le truc qui me fascine, c'est les plateformes de liens. Alors moi, ça fait un petit moment que je m'occupe de linking, d'acquérir des liens ou autres. J'ai connu au moins deux catastrophes. La première, c'est ce qu'on appelait les CP gratuits. Qui a connu les CP gratuits? Voilà. C'était génial les CP gratuits. Franchement, entre 30 et 60 liens, on rankait comme on voulait, on faisait à peu près ce qu'on voulait. Google a tout tué. Il y a eu une première vague au début des années 2010 d'acteurs qui achetaient et revendaient des liens. Entre 2013, donc c'était super, c'est pareil, on achetait quelques liens, c'était vachement bien fait et tout, et franchement ça poussait, hein, on pouvait aller chercher des très belles requêtes avec des budgets parfaitement acceptables. Entre 2013 et 2014, Google a tout tué. Et quand je dis tout tué, ça veut dire qu'il tuait les supports, mais pénalisait aussi les sites clients. Donc allons-y pour le nettoyage, sortie de pénalité, pardon Google, c'est mon vilain référenceur qui a fait ça, j'ai tout enlevé, etc. Donc là, quand ça sera publié, vous aurez le lien vers l'article d'Olivier Andrieux, notre père à tous, qui est dans cet article, c'est un petit peu listé tout ça. Et alors, quand c'est arrivé, hein, si vous voulez connaître l'avenir, vous me demandez, vous faites l'inverse. Moi j'ai dit, c'est bon, achat, vente de liens, c'est mort, Google a tout tué, on est vacciné, ça n'arrivera plus. Ah non, non, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est devenu industriel. Des plateformes, il y en a combien? Il y en a une trentaine sur le marché, des spots, il y en a partout de toutes les couleurs. Moi, je trouve que c'est un truc de fou. Est-ce que Google va me tuer? Et si oui, quand? Première chose, je me suis dit, voilà, je vais demander aux gens qui savent. Je vais demander aux premiers intéressés, aux vendeurs. Donc j'en ai contacté 3 ou 4. Il y en a 2 qui m'ont répondu très très gentiment. Un est parmi nous au premier rang. Donc Nico de Semjus, qui nous dit, en gros, si on travaille bien, on reste sous le radar, Google ne peut pas le détecter. OK. Je prends. Un autre, donc Didier, cofondateur de soumettre.fr, lui nous dit 2 choses. Premièrement, le marché franco-français n'intéresse pas Google, donc il ne va pas mettre des moyens pour tuer un truc qui fait 1% de son chiffre de son activité, je ne sais pas trop quoi.
Deuxième argument intéressant aussi, c'est que c'est la porte ouverte au négative SEO. Ben ouais, je veux couler un concurrent, je vais acheter 10 liens et bien optimisé, bien ancré, et le concurrent meurt, on peut pas laisser passer ça. L'autre aspect que je ne l'ai pas dit, c'est que depuis 2018, Google, la politique de Google par rapport aux liens qu'il n'accepte pas, c'est plus la pénalité, c'est la stérilisation. On peut dire il n'y a pas de risque ou autre, ok. Mais premièrement, Google peut changer. Deuxièmement, rappelez-vous les tout premiers slides, moi je mets le discours dans la bonne case, Nico et Didi, ils en vendent. Donc je prends tout ce qu'ils disent, mais moi ça ne me suffit pas. Comment je fais pour m'en sortir? Si malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Donc l'idée, en fait, le raisonnement c'est simple, c'est varié. Acheter des liens via les plateformes, c'est super commode. Déjà, on les a. Objectivement, si c'est bien fait, ça pousse. Ce serait bête de s'en priver. Cependant, là, vraiment, ça c'est un truc que j'encourage chez tous mes clients. On ne fait pas que ça. L'idée, c'est que si Google pénalise une source de lien, ben, il va falloir tout virer, il va falloir tout supprimer. D'où on repart? Si c'était la seule source de linking, ben, on repart avec 0 lien. C'est compliqué pour un projet. Que si on a d'autres sources de liens, ben ok, on a pris un tir, on a fait amende honorable, mais surtout, on ne repart pas de 0. Ça peut arriver d'ailleurs, oui, dans le cadre de Core Update. Tout à fait. Alors, très rapidement, avant qu'on passe à la dernière partie sur les pénalités, il fallait qu'on parle des core updates. Alors, les core updates, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est les grosses mises à jour qui ont lieu à plusieurs mois d'intervalle sur Google et qui impactent des millions de sites d'un coup. Donc là, je vous ai mis une citation de Danny Sullivan, responsable communication, search, Google, qui dit, pour résumer, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comme si on actualisait sa liste de préférences de films et que, voilà, échanger au bout d'un moment. En fait, dans ce document qui date de 2019, il donne quand même quelques pistes pour savoir quoi faire par rapport à une core update. Il renvoie notamment à un document sur la qualité du contenu qui date de 2011. Alors, c'est pas par hasard si... Merci. C'est pas par hasard s'il renvoie un document de 2011, c'est parce que, dans les faits, la politique de Google, elle a très peu changé ces dernières années. Globalement, on va vers plus d'autorité sur les grosses requêtes, notamment les requêtes YM, YL, Your Money, Your Life, c'est-à-dire tout ce qui touche la santé, la finance, et toutes les requêtes surveillées, et plus de pertinence sur la longue traîne et la très longue traîne. Et enfin, la lutte contre la triche, le spam. En fait, ce qui change, c'est la façon qu'a Google d'y arriver, les différentes itérations voilà, comme nous, il fait des tests. Et du coup, c'est assez stressant. Et pour ça, moi, ce que je fais, c'est premièrement, ne pas bâtir une stratégie SEO sur des techniques qui passent encore. Il y en a beaucoup qui passent encore. Ne pas rouler sans roue de secours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être prêt à rebondir en cas de gros changements dans les SERP. Par exemple, ça peut être quand une SERP change vraiment totalement, un changement préparer plusieurs pages qui répondent à une même requête, qui cible une requête, mais à plusieurs intentions de recherche différentes. Une intention transactionnelle, une intention informative, etc. Ça marche aussi avec des sites différents. Ça marche même très bien, faire plusieurs sites qui peuvent se positionner sur des intentions différentes. Et repérer les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est la veille, une veille active et surtout tester par soi-même. Voilà. On s'en rapproche, on a l'évoqué, donc allons-y. Les pénalités. Qui sera pénalisé? Alors, je ne vais pas vous faire un topo sur les pénalités, il y en a plein. Google punit de deux manières. Soit c'est l'algo, c'est comme ça, voilà, l'algo, voilà, des choses qui étaient faites manuellement à l'origine, ben, c'est passé en mode automatique. Soit des pénalités manuelles. À mon avis, 4 profils de sites qui seront pénalisés. Premier, c'est facile, hein, c'est l'abus. Dès qu'on abuse de quelque chose marche, ben je suis gourmand, je fais une indigestion, je suis puni. Pas de pitié. Le deuxième, c'est un peu plus injuste. Alors, j'ai appelé ça envoi de signaux spammy. En fait, l'idée de cet item-là, c'est d'évoquer les effets de bord.
une pénalité algorithmique qui arrive ou qui est mise en place, le site n'est pas spammy lui-même, mais il a telle ou telle caractéristique qui fait que Google croit qu'il est spammy et il se fait bananer. Ça, c'est assez pénible, c'est assez difficile à regarder. Le troisième point, illégitime selon Google. Google n'est pas la loi, mais Google se donne le droit de favoriser telle ou telle typologie de site selon des critères qui lui sont propres. Ça, c'est vrai dans tous ces projets. Par exemple, si vous faites du Google Ads, vous n'avez pas le droit de vendre des armes. Okay, il n'y a aucune loi qui empêche de vendre des armes de chasse. Vous n'avez pas le droit d'acheter pour de l'alcool ou pour du CBD. Il n'y a aucune loi qui peut... voilà, les trucs existent et de toute façon, les résultats sont dans la SERP. Un exemple polémique en ce moment, c'est Google News. Google a sorti le site François de Google News. Ok, c'est leur choix, mais c'est un choix éditorial, mais en soi, il n'y a aucune décision de loi ou autre qui a dit c'est de la fake news, machin, il ne faut plus faire. Voilà. Google décide. Dans les SERP, c'est tendu. Par exemple, je fais partie de ceux qui pensent que si vous avez un site internet consacré à l'homéopathie, vous avez pris une tarte en 2020 sur les requêtes génériques. Je pense que c'est parce que l'homéopathie n'est pas en odeur de sainteté actuellement. Il peut y avoir plein de projets comme ça, sur tel ou tel sujet, qui font que Google, il pense que n'aime pas, il ne souhaite pas le mettre en avant. Et enfin, évidemment, là, si on n'a pas de peau, ou si on travaille sur des projets dans des environnements un petit peu touchy, un petit peu rock'n'roll, oui, il y a encore du négative SEO. Le négative SEO, c'est quoi, grosso modo? C'est je donne aussi de mon concurrent des caractéristiques spammy, j'avertis Google, regarde, c'est un tricheur, pan, et le site concurrent tombe. Donc ça, voilà. L'idée, c'est comment, alors l'éviter, c'est difficile, mais en tout cas, comment vivre avec. Il y a des gens qui sont géniaux, qui vivent avec, c'est les gens qui travaillent sur les projets 100% Black Hat. C'est fascinant, parce que, bon, d'une part, ils rankent, mais d'autre part, la pénalité, elle est incluse dans le business model. Ils savent que la pénalité va arriver. Oui, 5 minutes, on a fini. Ils savent que la pénalité est incluse dans le business model, ils vivent avec, et ça marche toujours. Comment je fais pour voler une partie de ce raisonnement et l'appliquer sur les projets, mes projets clients propres? Là, l'idée, ça revient, c'est un petit peu toujours la même chose. En fait, c'est sur mon projet client, je me mets dans le cadre où j'ai pris le tir, Google m'a tué, j'ai fait les actions, je me suis bien aplati, pardon, j'ai enlevé tout ce qui dépasse, j'ai fait les actions pour sortir de la pénalité, je sors de la pénalité, dans quel état je suis? Qu'est-ce que j'ai dû virer? Donc, quelles sont les actions que j'ai menées qui sont un petit peu touchy ou un petit peu trop, que j'ai dû virer à ce moment-là, hein, et comment je me retrouve? Donc, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de varier. C'est de varier les plaisirs. Si j'ai telle source de lien qui fonctionne, super. Je vais essayer d'avoir telle autre source de lien, telle autre source de lien. Idem pour les contenus. Contenus, aujourd'hui, on ne se pose pas beaucoup de questions. Il y a beaucoup de contenus qui sortent. En 2011, Panda, c'est quoi? 2011 2010, je ne sais plus. 2011, il y a un filtre qui s'est appelé Panda qui a flingué le contenu de basse qualité. Est-ce que c'est dans l'algo? Est-ce que ça va revenir? On ne sait pas trop, donc. Niveau de contenu, type de production différent, etc. Et idem, les niveaux d'optimisation. L'idée, donc, c'est de faire des actions qui ne sont absolument, enfin, qui ne devraient pas être pénalisables, ou en tout cas qui varient. Je me permets d'insister un peu parce que ce n'est pas facile. Parce qu'on se retrouve sur des projets clients à être moteur sur des actions qui visiblement donnent du résultat, et on dit, écoutez, finalement, donnez-moi de l'argent, et on va faire des actions qui ne servent à rien, qui ne donnent pas de résultat. On prévoit éventuellement que, donc je ne vous cache pas que, moi en tout cas, j'y arrive pas à tous les coups, c'est vraiment sur des clients, voilà, sur du long terme, quand on est en confiance, qu'on arrive à mettre ça en place. Bon, en conclusion, tout simplement, par rapport aux différents retours qu'on a eu avec Laurent, ce qu'on peut retenir, c'est que le stress, en fait, fait partie du métier et que de toute façon, il faut prendre des risques, sans quoi on n'arrivera pas à avoir du résultat. Donc, il faut prendre des risques, mais intelligemment, c'est-à-dire en anticipant les différents freins et surtout en le diluant un maximum via les différents leviers. Allez, pour finir, une petite citation. Henry Ford, j'ai trouvé ça, pour se mettre le moral quand même. Quand tout semble aller contre toi, souviens-toi que l'avion décolle
contre le vent et pas avec, c'est terminé. Avez-vous des questions? Question mug, peut-être. La question mug, ouais. Oui. Alors, concentrez-vous sur Oui, la question applaudis mug. bien fort. Non, non, c'est bon. C'est vraiment pour voir si vous êtes prêts. C'est quoi? C'est au bras levé, c'est ça? C'est toi, Sandrine, qui dit 3, 2, 1, top. Quel spécialiste des arts martiaux. Il est trop fort. Ah, c'est toi qui décides. Hein. Ah, c'est comme ça. Je pense que ça. Peut-être le côté droit, là. Voilà. Ici, par là. Là-bas au fond? Non. Le plus loin? J'ai rien vu. Bah oui. Là, mais là, là. Par là. Ouais. Ce sera pour la prochaine conf. Ouais. Des questions? Vous avez tout compris? Vous êtes détendu? Vous allez faire du référencement détendu? Zen? Je crois pas un dixième de seconde. Par rapport justement à cette notion de, il faut expliquer aux clients qu'on va faire des choses très optimisées et très utiles, entre guillemets, et d'autres un peu moins parce qu'il faut que ça soit naturel. Moi, j'ai une question et une anecdote, c'est qu'effectivement, on faisait du netlinking et donc on leur explique voilà, qu'on va pousser des liens sur des angles précis parce que sur des bons sites et tout, mais qu'on va aussi diluer en faisant du commentaire, du forum, tout ça. Et le client, donc l'équipe de clients, ça m'a beaucoup agacé, nous a regardé comme on dit, enfin voilà, avec un petit sourire en mode mais ça se fait encore ça et ça sert à quelque chose. Et du coup, il a fallu qu'on explique, bah justement, enfin l'objectif c'est que ça soit naturel, qu'on se fasse pas. Et en gros, on s'est retrouvé face à un mur de personnes qui effectivement font de la veille web marketing, SEO un petit peu et tout, et qui du coup nous prenaient de haut en mode non mais enfin vous êtes de référencement à la papa. Et c'était un peu compliqué d'argumenter. J'avais beau lui dire non, enfin oui ça se fait encore, c'est un peu laborieux, mais enfin voilà si on veut pas se faire dézinguer, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Et voilà, je ne sais pas comment vous auriez répondu, vous, à ce genre de problématique. Alors, c'est d'autant plus. Alors tu vas voir, c'est très très pervers comme problématique. Donc, tu décides que tu as des opérations d'acquisition de liens optimisés et tu varies un petit peu en disant ok, je vais faire des liens qui vont amener plus de trust, confiance, machin et tout. Le problème de ça, c'est tout ce que tu dis, c'est ok. Et moi, ce que je trouve en plus, c'est que ce que je crois, c'est que Google fonctionne beaucoup à l'indulgence. Si tu as beaucoup de liens qui amènent beaucoup de confiance à ton site web, de crédibilité, tu peux encore plus te permettre de récupérer du lien optimisé ou comment tu sors de la boucle. C'est super dur en fait. Là c'est de la relation client. J'ai pas de réponse dans ton cas, sans voir comment dire, le projet lui-même, sans l'auditer lui-même. Je peux pas te dire, mais oui, ça c'est problématique pure et dure, quoi. Clairement difficile. Ok. Même question, qu'est-ce qu'on répond aux clients qui nous renvoient l'article de Dupont référenceur a trifouillé les oies, a écrit que, et qui refuse comme ça de mettre la préco en place. Alors, déjà. Ouais, ça s'est fini comme ça l'autre fois, en mode énervé. Voilà, moi la première truc c'est j'ai lu que, moi je réponds moi aussi je l'ai lu. Même si c'est pas vrai. Parce que si, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles qui sortent. Il y a quelqu'un qui sort un truc, ça a déjà été écrit. Depuis 10 ans, tout a déjà été écrit. Ok, on revient au départ. Qui est Dupont? Qui est Dupont? Il rank sur quoi? Argument d'autorité. Il fait quoi dans les trucs? Est-ce que c'est un bon? Voilà. Et puis si c'est un bon, ben, si le client veut pas en démordre, à un moment, comment te dire? Il t'achète un conseil, bon, s'il a mieux, tu vois ce que je veux dire? Si c'est pour te taquiner ou autre, c'est de la relation commerciale, tu vas trouver les 3 arguments qui vont bien. Attention, dans ce cadre-là, regardez, il y a cette info, c'est tout aussi mieux que moi. Si c'est quelqu'un chez le client qui t'aime pas, parce que ça peut arriver, et qui te remet en question pour te faire sortir parce qu'il préfère faire rentrer son copain, bon ben là, ça dépasse complètement le cadre du truc. Ça existe, ça arrive. Hein. Quand on en bénéficie pour rentrer, on est content. Et quand on se hop, c'est pour se faire sortir, on n'est pas content.